C'était quoi le déclic qui t'a fait comprendre que les femmes avaient besoin de plus que juste des stratégies business? En fait, il n'y a pas eu forcément de déclic, mais j'ai compris que ce qui fait stagner les femmes, souvent, c'est, le mindset. C'est les croyances qu'elles vont avoir et qui vont les bloquer pour avancer vers leur niveau, supérieur. Et du coup, pourquoi oser est au cœur de tout ce que tu fais? Alors avant, j'osais rien et je me suis rendu compte, en fait, que plus je disais mes vérités, plus je réussissais. Plus j'allais vers ce qui me faisait peur, plus je réussissais et donc j'ai décidé d'oser tout ce que j'avais dans la tête pour, ne rien regretter. Tu te souviens de la première fois que tu as osé vraiment un truc, mémorable? Première fois que j'ai osé un truc mémorable, Le truc qui a déclenché cette chaîne, tu vois, de oser? investir des milliers d'euros, dans le coaching, où en fait ça fait très, très peur de se faire coacher, ça fait très peur de se dire, «Je vais dépenser plein d'argent», ça fait très peur tout ça. Mais en vrai, en étant accompagnée, j'ai avancé tellement plus vite. Donc ouais, je pense que c'est ça qui a vraiment, lancé le truc, c'est que la première fois que je me suis fait coacher pour de vrai, c'était avec Hélène Tassas, qui m'accompagne encore de temps en temps aujourd'hui et elle m'a dit pour 3 mois et encore elle m'avait fait un prix, elle m'avait dit: «Pour 3 mois, c'est 7 250 € et j'étais là, j'ai buggé. J'ai buggé et pareil, j'avais payé en 3 fois, je crois et à chaque fois que j'avais un prélèvement, mon cœur, il s'arrêtait, quoi et aujourd'hui, j'ai payé beaucoup plus cher, pour des accompagnements et en fait, je vois tellement la différence quand je suis accompagnée et quand je suis pas accompagnée que, bah, j'y vais. Pourquoi certaines femmes réussissent plus vite que d'autres? Les femmes qui réussissent le plus vite, en fait, sont souvent accompagnées aussi. C'est vraiment, important, je pense que de se faire accompagner parce qu'on a la vision de ce qu'on fait, mais on voit pas tout. On va aussi, se voiler la face sur certaines choses ou, on va, comment dire? Ouais, on n'a pas le recul nécessaire. Donc celles qui réussissent, elles se font forcément accompagner pour moi et c'est celles qui passent le plus à l'action, qui, peuvent réfléchir à certaines choses, bien sûr, à prendre, des décisions en réfléchissant, mais qui se laissent pas complètement arrêter par leur peur. Toi, tu agis même quand tu as peur? J'agis quand même quand j'ai peur parce que souvent je me demande comment je serai, à la fin de ma vie et qu'est-ce que je vais regretter le plus? Est-ce que je vais regretter de pas avoir fait ou d'avoir fait? Et souvent, c'est de pas avoir fait que les gens regrettent quand ils sont sur leur lit de mort, tu vois? Toujours, oui, souvent. Peut-être pas toujours, mais souvent. Si demain, toutes les femmes de ton audience osaient à 100%, qu'est-ce qui changerait dans leur vie? Si les femmes, osaient beaucoup plus, elles réussiraient beaucoup plus vite, elles iraient à leurs objectifs beaucoup plus vite aussi. Elles verraient que c'est pas si compliqué. C'est un peu comme, tu sais, de faire une story la première fois face cam, bah, c'est difficile parce que c'est la première fois qu'on le fait. Mais c'est un peu comme faire du vélo. La première fois qu'on le fait, bah, on sait pas en faire et au au bout d'un moment, bah, on s'habitue. Au bout d'un moment, on enlève les roues et après on arrive toute seule. Bah, c'est pareil, la première fois que tu fais une story face cam, bah, en fait, tu flippes parce que tu es toute seule ou même, un live, tu flippes et cetera. Mais en vrai, au bout de la 10e, au bout de la 20e, au bout de la 100e, bah, tu te dis: «Mais quand je vois le chemin que j'ai parcouru, c'est génial». Mais si tu le fais pas le premier pas, en fait, tu verras jamais la différence, quoi. Mais quand on fait du vélo, c'est pas le regard des autres qui est gênant. Quand on fait des stories, souvent, c'est ça que les femmes, elles disent. Enfin, les femmes et les hommes, d'ailleurs. Heu, ouais, le regard des autres, mais aussi c'est son propre regard, vis-à-vis de soi, en fait. Parce que nous, on est forcément beaucoup plus difficile, et beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres et en fait, tu vois, moi, il y a des fois où je fais des tu vois, par exemple, typiquement, on est en train de tourner un épisode de podcast, j'ai un énorme bouton ici, je le sais et en fait, j'y pense. Mais toi, tu as même pas vu. Non, Voilà. invisible. Donc en fait, souvent, on est beaucoup plus dur avec soi-même que les autres. Quand tu passes ça et que surtout quand tu te dis, en fait, c'est quoi l'objectif de faire une story ou un live? C'est de servir mes clients. Le plus important, c'est pas mon bouton sur la gueule, c'est de me dire, ça va aider les autres que je fasse ça. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu vois même plus. Tu vois, pendant le bundle que j'ai organisé, je faisais 3 lives par jour. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à faire un live sur Instagram. Pourtant, les premiers que j'ai faits, c'était une horreur. Mais ce que je conseille toujours, c'est de commencer à faire des lives sur Instagram en duo minimum ou même à 3 ou à 4 parce que tu peux aller jusqu'à 4 personnes. En fait, tu te sens moins seul dans ton live et du coup, tu as une conversation et même s'il y a 0 personne qui regarde, déjà, il faut penser aux personnes qui sont en replay et en plus, ben, c'est moins dérangeant si tu es en live avec une personne. Donc je conseille toujours de commencer par des lives à 2 minimum. En plus, les boutons, enfin, les imperfections, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup plus que des gens hyper peaufinés, léchés, tu vois. Je C'est préfère ça. quelqu'un qui vient avec ses boutons, quoi. Les fameux filtres. Les fameux filtres Est-ce qu'on mythos. est pour ou contre les filtres sur les stories et tout ça?
Alors, bah, en fait, si ça te permet de faire tes premières stories et tes premiers lives et que tu te sens plus à l'aise comme ça, fais-le. Mais dans la vraie vie, tu mets pas de filtre. Donc, Mmh. à un moment donné, tes clients, ils vont te voir pour de vrai. Si tu es prestataire de service, souvent. Donc, Mmh. mets-le comme si c'était en face de toi, quoi. Ouais, vaut mieux qu'ils te Ton reconnaissent. miroir, quoi. Ouais, voilà. Pourquoi la peur du regard des autres tue plus de business que le manque de clients? Souvent, on se dit qu'on va pas faire des choses parce qu'on a peur du regard des autres. Alors c'est souvent inconscient, mais en vrai, bah, le manque de clients vient souvent de la peur du regard des autres. Donc en fait, on fait pas les choses en se disant tu vois, ce matin, j'ai fait une story en disant: «Bah, j'ai une cliente qui me dit, "Oui, mais j'ai peur de saouler les gens, j'ai l'impression de vendre tout le temps" et cetera». Mais en fait, non, les gens ne sont pas H24 derrière leur téléphone, premièrement. Les gens ne sont pas H24 derrière ton compte, deuxièmement, parce qu'il y a tellement de sollicitations, tellement de comptes qui suivent et cetera. Ils voient pas toutes tes stories, ils voient pas tout ton contenu. Et troisièmement, en fait, si tu veux vendre, c'est inévitable. On se dit qu'il faut au moins parler de ses offres une fois par jour. Qui fait ça aujourd'hui? Bah, les gens qui réussissent. Et là, tu vois, c'était une cliente voilà, qui m'a dit: «Ouais, j'ai pas eu de contrat signé depuis quelque temps» et je lui ai dit: «Bah, quand est-ce que tu as communiqué sur tes offres? Est-ce que tu as republié ton lien Calendly? Est-ce que tu as republié ça?» «Non, là, pas récemment». Bah, forcément. Bizarrement, quand tu le faisais, il y avait des demandes. Moi, pareil, hein, quand, il y a quelques jours où je publie pas sur mes offres et que tout d'un coup, je republie un truc sur, mes clientes et sur, des avis ou sur, ce qui se passe pour elles en coulisses, directement, j'ai deux trois demandes, sur une story, quoi. Ça fonctionne. Oui, McDo s'excuse pas, de faire de la pub tout le temps, à toutes les sauces tout le temps et c'est pour ça qu'ils sont leaders. Ils occupent le plus sur le marché de ce qui se passe. Mais ouais, souvent, je cite l'exemple de Carglass qui peut être très, très saoulant. Mais en vrai, est-ce que tu connais d'autres trucs si tu pètes ta vitre? Moi, je connais que Carglass. Ouais, Donc en vrai, ils s'excusent pas non plus de dire, c'est quoi déjà Carglass Carglass répare, répare, Carglass remplace, un tu sup. vois? Si tu veux du business, oui, communique, quoi. Quelle est la première chose que tu exploses chez tes clientes quand elles commencent à bosser avec toi? Qu'elles sont pas assez chères, en fait. Enfin, la croyance, c'est qu'elles vont avoir plus de clients si elles sont pas chères, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et en fait, non. Ce que je leur dis souvent, c'est qu'il y a toujours la queue, chez Louis Vuitton. Attends, il y a une de mes clientes qui m'a citée la dernière fois, faut que je te la sorte celle-là parce qu'elle était extraordinaire. Elle me dit: «Emma, que tu ne demanderais pas à Louis Vuitton de baisser ses prix pour que tu puisses te le payer». C'est en fait souvent le fait d'être pas cher, ça renvoie une image de mauvaise qualité. Si tu as 2 produits qui sont visiblement au même prix, mais il y en a un qui est à 50 balles et l'autre à 500, tu vas te dire: «Dans celui à 50 balles, il y a un problème». Mmh. C'est une contrefaçon, c'est un truc, il y a un problème. Alors que 500 balles, bah, ça te donne ce truc de dire: «Il y a de la qualité, je vais avoir le service client qui va avec». Pourquoi vouloir plaire à tout le monde est le plus grand piège des entrepreneuses? Pourquoi vouloir plaire à tout le monde est le plus grand piège des entrepreneuses? Déjà parce que quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc c'est pour ça que je dis souvent à mes clientes de se nicher, parce que plus tu vas être niché, plus tu vas parler au cœur de tes clients. Par exemple, quand j'étais officiante, j'étais nichée dans la communauté LGBTQIA+. Et en fait, personne ne parle à ces personnes-là. Donc du coup, quand je leur parlais, ben, ces personnes-là se sentaient comprises, écoutées, et cetera. J'ai une cliente qui est spécialisée, enfin, je lui ai dit, du coup, de spécialiser dans les mariages de personnes de plus de 50 ans. Parce qu'elle-même a plus de 50 ans et en fait, elle kiffe accompagner des gens de son âge. Donc du coup, je lui ai dit: «Mais en fait, pourquoi tu te niches pas là-dedans? Tu as un boulevard devant toi parce que personne ne s'occupe de ces gens-là». Donc je crois que ma nouvelle valeur ajoutée là, c'est de trouver des idées de business en fonction de la personne et ça, enfin, j'adore faire ça. J'ai une autre cliente, enfin là, c'est plutôt une amie, qui ouvre un head spa, qui faisait ses calculs sur, ben, le nombre de soins qu'elle pouvait vendre et elle voulait aussi faire des ateliers et cetera et je lui ai dit: «Mais en fait, ce que tu devrais faire, c'est créer une expérience d'une journée pour une personne où tu privatises le studio». Parce que son local, il est énorme, il fait 80 ou 90 mètres carrés et en fait, elle a tout pour faire des ateliers et cetera et elle a aussi un très beau canapé où elle peut faire des shootings et en gros, je lui dis: «Ben, tu privatises la journée, tu fais une journée de coaching plus ton head spa et tu fais venir une maquilleuse et une photographe et tu fais des shootings pour justement le bien-être de la femme, montrer la beauté de la femme après tes soins, comment elle se sent et cetera». Et ça me fait kiffer de créer des idées de business comme ça avec mes clientes ou avec mes amis ou Qu'est-ce que tu vois chez tes clientes qu'elles ne voient pas? bah, justement, c'est ça, c'est les idées de business ou leur potentiel. Je suis très, de plus en plus affûtée.
sur le fait de voir le potentiel chez une personne qui ne croit pas forcément en elle, mais qui est douée à 1000% en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vois direct, rien qu'en leur parlant ou même en regardant leur feed en fait. Mais comment tu vois le potentiel de quelqu'un? À quoi ça tient? Comment ça se détecte? Je détecte le potentiel des gens souvent grâce à leur feed, c'est-à-dire voir leur niveau d'exigence dessus. Ou c'est plus en parlant avec elles, en voyant que c'est juste une histoire de mindset où elles n'ont pas confiance en elles, tu vois. Et quand elles me parlent, je sens l'expertise quand elles parlent, tu vois. Je sens qu'elles aiment ce qu'elles font, je sens qu'elles sont hyper passionnées, je sens tout ça. Pourquoi les femmes ont encore du mal à se considérer comme des références dans leur domaine? Pourquoi les femmes ont du mal à se voir comme une référence? Parce qu'elles s'autorisent pas à l'être déjà, à être une référence. En fait, elles admirent souvent les autres et elles voient que les autres sont, entre guillemets, «mieux» qu'elles. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que la personne souvent, elle communique plus qu'elles. Elles ont plus d'expérience qu'elles. Donc elles comparent le chapitre 1 de leur parcours au chapitre 10 d'une autre. Souvent, voilà, elles comparent des choses qui sont pas comparables et du coup, elles ont pas confiance en elles. C'est à cause du patriarcat, on est d'accord? Le fameux patriarcat. Ouais, oui, oui et non. Je pense qu'on nous-mêmes, on s'autorise pas forcément à réaliser nos rêves, en fait. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de travailler le plus avec mes clientes, c'est d'arrêter de rêver sa vie et de la vivre pour de vrai. Arrêter de rêver sa vie pour, vivre son rêve. Exactement. Cool chaîne si tu m'entends. Pourquoi tes clientes n'ont pas besoin de plus d'informations, mais de plus d'audace? Ouais, souvent on a tendance, et je m'inclus dedans, à acheter plein de formations, plein de trucs pour pouvoir se dire que on sera légitime à ce moment-là. Mais en fait, dès que tu es perfectionniste, tu deviens procrastinatrice. Alors que, tu vois, par exemple, moi j'ai lancé des formations où tout n'était pas fait. En fait, j'ai vendu la formation et il y avait rien de fait quasiment dedans. J'avais juste le plan et après j'ai créé au fur et à mesure. Et en fait, comme je créais au fur et à mesure en fonction de ce que mes clientes voulaient, c'était 100% sur mesure pour elles et en plus, je partais pas dans un truc qui était faux. Et c'est pareil quand tu accompagnes des couples ou quand tu accompagnes, des clients. Tu veux que ça soit parfait avant d'avoir lancé, mais finalement, tu vas modifier 150 000 trucs une fois que tu l'auras lancé, même si tu pensais que c'était parfait parce qu'il y a des choses auxquelles tu peux pas penser, sans être confronté au terrain, tu vois? Il faut oser se lancer et après tu perfectionnes, tu améliores. Donc, en fait, tu as pas besoin d'avoir plus d'informations pour te lancer. Lance-toi et après tu améliores et forcément, ton expérience client, elle va s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Est-ce que tu penses que certaines personnes, sont perfectionnistes, pour éviter de passer à l'action? Tu vois, qu'elles se rajoutent tout le temps des trucs à faire pour justement ne pas faire? Genre: «Ah, je le ferai quand j'aurai fait ça». Ouais, alors, comment on appelle ça déjà? Il y a un truc pour dire ça, où en fait, tu sais, tu rajoutes des trucs, mais tu fais pas les choses. De la procrastination active? Ouais, c'était ça. J'avais ça dans la tête, mais j'étais plus sûre que c'était ça. Voilà, la procrastination active, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire de faire tout, sauf les choses importantes ou les choses qui te font vendre. C'est-à-dire, créer du contenu, mais qui soit pas impactant ou, traiter, je sais pas, ses mails ou tu fais des choses, mais tu fais pas les bonnes actions. Tu fais des actions qui te donnent, l'impression d'avancer, on va dire. Mais en fait, c'est pas ça qui te fait avancer. Si tu communiques pas au moins une fois par jour auprès de tes clients, c'est pas une bonne action déjà. Il faut le faire au moins une fois et après, tu pourras faire le reste, tu vois? J'ai une de mes mentors qui m'a dit ça. Je lui ai dit: «Mais comment tu fais pour être aussi constante dans ta créa de contenu?» Et elle m'a dit: «Je me suis mis en priorité de servir mes clients. Donc tous les jours, je leur écris au moins une fois, que ça soit sur mon Insta ou sur ma newsletter et cetera. Après je me mets le reste, de ma to do», tu vois? Parce que, alors c'est pas mettre les autres avant soi, mais au moins ça c'est fait et elle sait que ça sert son business aussi. Oui, souvent, on fait plein de choses. Je dis «on», mais plein de choses qui nous rassurent. C'est C'est une ça. manière de pas se mettre en Ouais, c'est ça. inconfort. C'est ça, de se dire, «J'ai fait des choses aujourd'hui». Mmh. Mais est-ce que tu as parlé de tes offres? Est-ce que tu as parlé avec tes clients? Est-ce que tu as parlé avec tes prospects? Est-ce que tu as, ça, c'est une autre histoire souvent. Débordée, mais tu pas fait l'essentiel. C'est ça. Tu vois souvent des femmes ultra talentueuses, mais qui galèrent. Pourquoi? Je vois souvent des femmes ultra talentueuses qui galèrent parce que justement, en fait, elles ont peur de vendre, elles ont peur, de se mettre en avant, elles ont peur de montrer leur visage, par exemple. Alors qu'en vrai, si tu es wedding planner, par exemple, tu es mariée, à un moment donné, ils vont voir ton visage, tu vois? Et ce que je leur dis souvent, c'est que ton Instagram, c'est comme la vitrine de ton magasin. C'est-à-dire que tu supprimes une étape en te montrant. Parce que
tu crées un lien direct avec ton audience qui deviendra après tes clients. Et en fait, ça montre comment tu parles, ça montre comment tu t'exprimes, ça montre ton expertise avant même de travailler avec toi. Et souvent, mes clientes me disent: «Mais moi, toi, j'ai l'impression de te connaître». Bah oui, en fait, tous les jours, je montre mon visage ou j'ai mon podcast, donc tu m'as dans les oreilles toute la journée. Donc forcément, oui. Il y a une fois où il y a une meuf, je lui ai fait un vocal, elle me fait: «Oh, j'ai Magali de Wedding Divan qui me fait un vocal, j'ai l'impression d'être dans ton podcast». Tu vois? Et bah, oui, parce qu'en fait, j'enlève une étape pour créer le lien avec mes clientes. Donc forcément, elles ont poussé la porte de ma vitrine, tu vois? Enfin de mon magasin et elles ont vu que c'était cool et que c'était joli et que ça avait donné envie et ben, elles ont envie d'acheter avant même qu'on se soit parlé finalement. Comme chez Vuitton, quoi. Exactement, comme chez Vuitton. Travaillent bien leur vitrine chez Vuitton. On est passé devant chez Hermès tout à l'heure. J'étais là: «C'est quoi cette vitrine de ouf?» «Ah bah oui, c'est Hermès». Bah oui, forcément. En fait, tu as envie de rentrer juste pour voir la vitrine, juste pour voir, les objets. Tu es pas obligé d'acheter, mais au moins ça donne envie direct, tu vois? Si tu pouvais chuchoter un truc à l'oreille de toutes les femmes qui doutent d'elles aujourd'hui, ce serait quoi? Si je pouvais chuchoter un truc à l'oreille de toutes les femmes qui doutent, je leur dirais: «Aie confiance en toi. De toute façon, il y a un truc que tu sais faire et si tu as pas encore trouvé, tu vas trouver». Pourquoi juste bosser plus ne suffit pas pour réussir? Bosser plus, ça suffit pas pour réussir parce que j'ai testé. J'ai testé le burn-out. J'ai testé de travailler plus, j'ai testé le burn-out, j'ai testé, tous les trucs, où je me disais: «Ouais, mais en fait, là, il faut que je fasse ça parce que, mes clients, ils attendent et que machin et que truc» et en fait, alors oui, il faut quand même être réactif, il faut, ceci, cela, mais si tu prends pas soin de toi, si tu t'arrêtes pas, ton cerveau, à un moment donné, il surchauffe et souvent, quand tu t'arrêtes, après, tu as regain d'énergie et tu travailles encore mieux, tu es beaucoup plus productif. Donc ça sert à rien de vouloir bosser plus, juste bosse assez et repose-toi assez Et fais les vraies choses. et fais les vraies choses. Fais les vrais trucs qui te ramènent des clients, qui soignent ton expérience client avec les clients que tu as déjà. C'est ça, en fait. Ta priorité, c'est ça, c'est de communiquer pour te faire connaître, pour pouvoir avoir des prospects, pour pouvoir avoir des clients et ensuite soigner tes clients et leur, offrir une expérience de ouf. C'est quoi, selon toi, le pourcentage de temps qu'on doit passer à faire ça, par rapport au pourcentage de temps qu'on doit passer à faire les autres trucs, quoi? Les mails, les trucs dont on a parlé tout à l'heure? Le temps, à passer sur la communication, je pense que ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment au moins publier, 1 fois par jour. Créer du contenu facilement avec les choses qui sont le plus facile pour toi. Donc là, tu vois, moi, ce qui est le plus facile pour moi et ce qui est va devenir le plus facile pour toi, je pense, c'est de créer du contenu comme ce qu'on est en train de faire et c'est ce que je fais sur ma journée VIP avec mes clientes. C'est-à-dire que je les amène, dans un studio de podcast, entre autres et on crée du contenu. Je leur pose toutes les questions que je leur poserais si elles venaient dans le podcast et on travaille du contenu qui vont attirer leurs clients. Et en plus, bah, c'est facile parce qu'elles répondent à mes questions et c'est terminé. Donc voilà, trouvez le moyen le plus facile pour vous de communiquer. Et ensuite, communiquer au moins 1 fois par jour avec vos clients. Ensuite, travailler beaucoup son expérience client. Vraiment donner une transformation entre le moment où vous contactez vos clients et l'après vous. Donc ça doit être vos priorités. Donc voilà. Et après, les mails, ça dépend du nombre de mails que tu as à traiter. Mais moi, perso, je suis pas du tout mail. Donc je dis aux gens, écrivez-moi sur Instagram, ça ira plus vite, ou sur WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro. Bah, parce que ça va beaucoup plus vite pour moi. Et les mails, je déteste ça. Donc en fait, trouvez la façon qui est la plus simple pour vous de travailler et adapter votre business à vous et pas l'inverse. Si une femme, disait: «Je vais d'abord tester seule avant d'investir sur moi», tu lui réponds quoi? Si une femme me dit: «Je vais d'abord tester seule avant d'investir sur moi», je lui réponds: «OK, vas-y. On se reparle quand tu tourneras en rond et tout ça», tu vois? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que toute seule, tu peux, faire des choses bien évidemment, mais tu vois, par exemple, moi, quand je délègue, bah, j'ai délégué toute la partie compta, par exemple, je mettais des heures et des heures et des heures à faire ça parce que c'était un truc que je détestais. Ou, le montage de mon podcast où en fait, ben, pareil, c'est des heures, des heures et des heures. J'ai mis, je crois, le premier épisode que j'ai fait, c'est genre il durait, 40 minutes. J'ai mis 4 heures ou 5 heures à le monter et c'était pas bien monté. Donc j'ai délégué ça à mon monteur qui s'appelle Geoffrey. Un épisode d'une demi heure, il va mettre une demi heure à le monter. Pendant ce temps, je peux faire 10 000 trucs qui me rapportent, plus d'argent que de monter le podcast où j'ai pas du tout de valeur ajoutée. Donc oui, tu peux faire seul, mais en fait, tu avances beaucoup plus vite quand tu es accompagné, que ce soit la délégation ou coachée. Donc elle peut toujours essayer, mais elle reviendra. Tu penses que c'est présomptueux de dire ça? Tu penses qu'il y a des femmes qui peuvent se dire, «Ah, elle se la raconte quand elle dit ça»? Oui,
Oui, il y a des gens qui peuvent se dire que je me la raconte quand, je dis ça, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre. Mais j'adore. Parce qu'en vrai, j'aurai toujours des gens qui vont penser que ce que je dis, c'est génial et d'autres qui vont se dire: «Non mais c'est qui cette meuf? Pour qui elle se prend?» Donc à un moment donné, je vais me concentrer sur les gens qui se disent: «C'est qui cette meuf? Elle est géniale». Tu vois? Mais carrément. Voilà, Il y a bien des gens qui disent que c'est pas Cristiano Ronaldo le meilleur. Donc si on peut dire ça, ça veut dire qu'on est à côté de la plaque, donc exactement. J'adore la comparaison.